Cette semaine, j'ai eu l'occasion de parler littérature, rétroculture et révolution industrielle avec Arthur Morgan, co-auteur du guide steampunk avec Étienne Barillier aux éditions ActuSF. Alors, bonjour déjà. Bonjour. Alors, tu es blogueur, auteur, lecteur, Ouais. rédacteur. Ouais. Qu'est-ce que tu fais vraiment? Explique-nous. Ma mission principale, enfin, disons, celle que je me suis fixée, c'est de propager la culture steampunk et notamment plutôt l'aspect la culture qui vaut le coup. Essayer de séparer le bon grain de l'ivraie. Donc essayer de sortir les choses qui sont un peu moins clichés, la bonne littérature, voilà. Plus qu'un spécialiste, je me considère plutôt comme un amateur. Un amateur éclairé, Amateur éclairé. Parlant de littérature, Ouais. en te suivant sur internet, j'ai pu voir que tu es plutôt porté sur le livre, ce qui commence à se raréfier peut-être un peu de nos jours. Mais en termes de lecture, tu lis plutôt quoi? Genre ta lecture fétiche, ta lecture de chevet du moment, de toujours, En ce moment, ou de demain d'ailleurs. En ce moment, je lis un très bon livre qui s'appelle Blood Silver, qui est l'auteur, c'est Wayne Barrow, et en fait c'est Xavier Mauméjean et Johan Elio qui ont écrit une sorte d'histoire de vampires qui envahissent les États-Unis au XVIIe. Ça se propage un peu de siècle en siècle, c'est vraiment chouette. Dernièrement, j'ai lu beaucoup, peut-être un peu trop de steampunk. J'ai lu à peu près tout pour l'écriture du guide steampunk, mais de temps en temps, quand je veux un peu lire autre chose, j'aime bien des auteurs comme Chuck Palahniuk. Voilà, c'est l'auteur de Fight Club. Qu'est-ce que j'aime bien, des auteurs anglais, Stephen Fry, voilà un peu. De la littérature classique, enfin pas classique mais plutôt la littérature contemporaine, un peu faux-folle. Allons-y, pourquoi pas. Puisqu'on en est à parler de lecture, est-ce que c'est tout ce qui est littérature qui t'a mené à la culture steampunk, Ouais. ou est-ce que c'est le hasard de la vie et d'Internet? Non, parce qu'en fait j'ai commencé à m'intéresser à la culture steampunk, j'avais pas vraiment internet à la maison. Moi je suis de cette génération qui n'a pas forcément connu internet. Je prends pour mon cas pour une généralité, pardon. Non, mais non, j'ai pas découvert steampunk sur internet, parce qu'il n'y avait pas grand chose quand j'ai découvert au tout début. Moi j'ai toujours été un grand amateur de 19e siècle anglais. Oui, fatalement. Et surtout de Dracula de Bram Stoker. J'aime beaucoup le côté, le côté qui est le journal et la confrontation dans la littérature du 19e, c'est la confrontation science et technologie dans les villes et on va faire quelques miles en sortant de Londres, et là c'est le royaume des superstitions, des rites un peu païens, voilà. Et c'est ce mélange-là en fait que je retrouve beaucoup dans le steampunk. Parce que pour moi, le steampunk, c'est quand même il peut y avoir un peu de magie, même si les puristes considèrent qu'il n'y en a pas forcément. Et donc j'ai recherché pendant longtemps ce mélange dans la littérature classique. Je le retrouvais dans Frankenstein, je le retrouvais dans Dr Jekyll et Mr Hyde. Et puis en fait, j'ai plongé dans le steampunk en 2001. J'habitais en Angleterre à l'époque, à Rochester. C'est dans le Kent, c'est à 1 heure de Londres, dans le sud de Londres. Et Dickens a vécu dans cette ville. Donc il y avait tous les ans, 2 fois par an, une Dickens Fair, une fête dédiée à Dickens où tout le monde était costumé 19e siècle. Et là, mon addiction au 19e siècle a pris un autre niveau. Et un jour, en me baladant à Londres, j'avais l'habitude de faire la tournée des bookshops, des magasins de BD, et je suis tombé sur un comics de Bacalo qui s'appelle Steampunk. Et c'est la première fois que j'ai vu ce mot. C'était en 2001 donc. Et j'ai à ce moment-là,
j'ai tout de suite accroché à ce que, enfin, le personnage principal qui a eu, enfin je connais plus trop le pitch, mais le personnage principal qui a un bras mécanique et qui à la place du cœur a une fournaise, il est obligé de rajouter de temps en temps du charbon pour faire marcher son bras. Et ben, il y a toute une histoire d'amour, il y a du rêve, de la réalité, il y a des grands méchants, mais c'était vraiment à la super-héros. Et ensuite, j'ai été voir mon vendeur de comics préféré qui m'a orienté sur une autre BD qui s'appelle Miss Stalkers, qui n'a pas du tout marché. Et après sur la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Classique. Voilà. Le classique est bien connu. Et après, j'ai embrayé sur tout le reste. Depuis 12 ans maintenant. Alors, à quel moment tu passes du lecteur à finalement l'acteur au sein de la communauté? Parce que tu es co-créateur de la communauté internet French Steampunk. Ouais. Comment ce projet est venu? Comment ça t'est venu de te dire je vais créer avec quelqu'un ou tout seul une communauté Steampunk? Il y a plusieurs étapes. J'ai vécu à Lille pendant 10 ans. À cette époque, j'étais libraire dans la grande librairie Le Furet du Nord, mais sur la grande place de Lille, qui était à l'époque la plus grande librairie d'Europe. Je m'occupais entre autres du rayon scolaire langue, et de temps en temps, j'ai commencé à contribuer en fait en proposant des tables thématiques sur un 19e un peu alternatif, surtout de la littérature. Et un très bon ami à moi tient lui une librairie indépendante à Lille, la librairie des 4 chemins. C'est l'instant promo. Donc c'est grâce à lui en fait, c'est grâce à Christophe que Christophe m'a dit mais mon jeune ami, lis un peu Johan Elio, La Lune seule le sait, Mathieu Gabory, Confession d'un automate mangeur d'opium. Donc ça c'était après mon retour dans l'Angleterre, donc c'était en 2004. Et là j'ai découvert on va dire le steampunk francophone, des auteurs français qui écrivent du steampunk. Et à partir de là, j'ai commencé à engranger, à chercher tout ce que je pouvais trouver sur le steampunk francophone, parce que sur internet il y a déjà plein de trucs sur le steampunk anglais et le steampunk américain et anglais, et très peu de choses sur le steampunk francophone. J'ai donc ouvert un blog qui s'appelait à l'époque Vapeur Brouillon, parti d'une boutade, comment on traduit steampunk en français. Steam, vapeur, et les punks sont un peu brouillons, donc vapeur brouillon, voilà. Blague de linguiste. Et donc là j'ai commencé à répertorier, à faire des chroniques de bouquins sur le steampunk francophone. La production commençait à vraiment s'élargir, dépassant largement la littérature. C'est à ce moment-là, c'est un peu plus tard, mais que j'ai découvert, là on arrive un peu plus tard en 2009, où j'ai découvert par exemple j'ai découvert les historiettes de Maurice Sandalette. Et je leur ai par exemple proposé de traduire les historiettes en anglais. Et c'est là que je me suis dit, mais il commence à y avoir en fait pas mal de productions. Et mon très cher libraire de la librairie des 4 chemins m'a dit, écoute, les moutons électriques sortent un livre sur le steampunk qui s'appelle L'esthétique rétro-future d'un certain Étienne Barillet, que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Ce qu'on peut faire, c'est on va organiser une journée steampunk à Lille, qui est l'un des tout premiers événements français dans la timeline, sûrement d'autres événements en France qui ont eu lieu à ce moment-là, mais bon, dans ma vie à moi, c'était mon tout premier événement steampunk. On avait à l'époque donc décidé d'inviter André-François Ruot, qui est le directeur de publication, le directeur des moutons électriques, qui est un grand fan du 19e, qui aime beaucoup le steampunk, et qui a notamment écrit Les 1000 vies de Dracula dans sa bibliothèque rouge, des trucs super sympas. On a invité Étienne Barillet, qui sortait juste son ouvrage L'esthétique rétro-future, et Xavier Mauméjean, qui avait écrit quelques bouquins, quelques romans qui étaient clairement dans la veine steampunk, même si ça se revendiquait pas. On a fait une petite conf, il y avait très peu de monde,
une trentaine de personnes dans un café un peu comme ici. Et puis on a réussi en fait à dégoter une bobine, le vieux ringard, une copie une copie de Steam Boy, l'animé, et un cinéma lillois avait accepté, un petit cinéma RAC avait accepté en partenariat le soir de cette conférence de faire la projection de Steam Boy. Et ensuite, on a vraiment sympathisé avec Étienne. Moi, ça m'a renforcé dans mon envie de faire la promo du steampunk francophone. Alors, pour la vraie histoire, je suis arrivé dans French Steampunk, il y avait 300 personnes sur la page Facebook. Donc, je suis pas le créateur originel. Dieu, mes sources sont mauvaises. Je ne suis pas le créateur originel de la communauté, de la page Facebook. C'est Franck Bourreau qui est encore aujourd'hui super actif dans le mouvement. Et donc un jour, je m'abonne à cette page Facebook et je vois passer une petite annonce sur la page. Nous recherchons quelqu'un pour nous faire un site web, je ne sais plus exactement. Je les contacte, je rencontre Franck et puis une graphiste. Et là, je leur dis, écoutez, c'est simple, pourquoi faire juste un site web pour mettre en avant des événements ? Moi, j'ai un blog, ce qu'on peut faire, j'arrête mon blog et puis on fait du vrai contenu pour tout le monde, quoi. Donc j'ai arrêté ce blog Vapeur Brouillon pour faire continuer. J'ai même recyclé quelques articles. Voilà. Et j'ai quitté cette communauté il y a quelques mois maintenant. Enfin, la gestion de la communauté. Donc on est quand même passé, on a passé la barre des 14 500 fans. Donc ah oui, quand même. On a bien vu exploser en 4-5 ans le mouvement. J'ai aussi été un peu actif sur le forum, forum Steampunk FR, mais le côté forum c'est pas trop ma culture, donc voilà. Et donc il y avait ces deux entités pendant longtemps. Et voilà, c'est comme ça que j'ai passé à un autre niveau d'écriture. Là, en augmentant le nombre de fans sur la page Facebook, j'ai commencé à clairement au début démarcher des éditeurs pour recevoir des services de presse, pouvoir lire de façon plus sérieuse et peut-être plus industrielle aussi les romans. Il y en a de plus en plus entre temps, et puis faire on a organisé une petite équipe, puis c'est comme ça que FrenchSteampunk.fr a commencé. Bien. Puisqu'on est sur la France, ouais. La question qui tue, à ton sens, à toi, selon toi, là, c'est quoi l'atout du steampunk sauce française ? L'atout, c'est ça ? Oui. Il y en a plein. Les atouts alors. L'atout pour moi, les Anglais, ils ont cette période victorienne. Dans ce laps de temps, nous, on a eu plein de petites périodes extra. On a eu la Belle Époque, on a eu la Commune, il y a tout ce siècle pour nous qui est foisonnant. Et le steampunk francophone aussi s'arrête plus tard, à mon avis, que les Anglais. C'est-à-dire, nous, on va arrêter à la Première Guerre mondiale. C'est pour ça qu'on voit des costumes un peu militaires de la Première Guerre. Le steampunk francophone réinvestit tout ce terrain-là. On a des personnages littéraires qui apparaissent. On a dans La Lune seul le sait, on voit Victor Hugo, il y a Jules Verne, tous ces personnages qui apparaissent pas par exemple dans la littérature anglo-saxonne. Pour les Anglais, de façon générale, même plutôt pour les Américains, Edgar Poe est une énorme influence sur le steampunk, alors qu'elle n'est pas du tout pour la France. Il y a toutes ces spécificités locales. Je pense à la super association, la Braise Steampunk Society, qui joue la touche bretonne à fond la caisse avec leurs histoires de beurre salé, la créativité autour de tout le patrimoine, vraiment chouette.
Donc voilà, on réinvestit le terrain français pour montrer qu'il n'y a pas que l'uniformité victorienne au sens large. Le message est passé. Alors, puisqu'on est à Paris et que j'ai lu l'article qu'a rédigé Selena Chambers, ouais. c'est ça, pour laquelle tu as joué le guide touristique. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut considérer que Paris est une ville qui a vraiment des atouts ou qui a un patrimoine qui peut être exploité par le genre? Est-ce que tu mentionnes la librairie Shakespeare, Shakespeare & Co? Alors moi, comme je l'ai dit au début, j'ai une vision assez large du steampunk. Pour moi, il y a des passages, par exemple, dans Harry Potter qui peuvent être vachement steampunk. Il y a un bouquin de Terry Pratchett qui pour moi est vachement steampunk, timbré. Donc pourquoi cette librairie en particulier dans cette série d'articles sur Paris steampunk? Pour moi, c'est un peu un lieu hors du temps qui a été reconstruit, qui a été déplacé. Quand on va dans cette librairie, il y a des livres partout, c'est du bois. Enfin, tout de suite, il y a ce côté imagerie rétro avec le puits au milieu, avec le rebord en fer forgé dans lequel on peut jeter ses petites pièces pour faire un vœu. Et puis, et c'est dans un écrin qui est super rétro pour moi. Quand on compare à tout le reste du tumulte parisien, pour moi, le steampunk et Jules Verne en particulier, ça fait partie de l'ADN de la France. Je le vois quand je rencontre des gens sur des salons qui s'intéressent à ce qu'est le steampunk. Il suffit de leur évoquer les films de Méliès pour qu'ils aient tout de suite une esthétique précise, et après ils rebondissent. Ah oui, mais alors du coup il y a les mystères de l'Ouest, il y a ceci, il y a cela, et donc hop, on rebondit et on se rend compte que tout le monde connaît le steampunk. Et pourquoi Paris en particulier? L'Expo universelle, la Tour Eiffel, il y a plein de petits lieux à Paris qui soit n'ont jamais existé, mais tout le monde considère qu'ils existent. Je reviendrai là-dessus après. Et soit qui ont une petite consonance steampunk. Et ces petits lieux, j'en connais une dizaine, mais à force de me balader dans Paris, de rencontrer des gens, ils me disent on va aller boire un verre dans tel bar. Il y a plein d'endroits steampunk. Et en fait, j'ai eu la chance de participer à la Bible steampunk de Selena Chambers et Jeff Vandermeer. Et un jour, Selena m'envoie un mail et me dit je suis à Londres. Je dis pour dédicacer le livre. Je dis c'est trop bête, essaie de voir avec ton éditeur. Un coup de Eurostar, tu viens à Paris, on organise un petit événement. En fait, elle est venue, elle est restée une semaine. Et je lui ai dit je vais te montrer quelques endroits que je considère steampunk à Paris. Et c'est là où a émergé cette idée de faire cet article en fait. C'est de faire cette série d'articles sur le Paris steampunk. Et donc pas loin j'ai dit écoute, il y a un automate un peu en panne, mais il y a un automate à côté du centre Pompidou. On peut aussi aller visiter la maison de Victor Hugo, et quand on va notamment dans la maison de Victor Hugo, on se rend compte qu'il y a des pièces de la maison qui sont en fait qui n'ont jamais existé, mais qui sont des pièces d'autres maisons qu'il a eues en France et qui ont été rapportées. Et donc cette maison n'a jamais existé, tout le monde considère qu'il a habité là dans cette maison telle quelle, mais en fait ça a été totalement reconstruit. Et pour moi ça c'est vachement steampunk, parce que c'est quelque chose d'actuel, qui a été reconstruit il n'y a pas si longtemps que ça, et en même temps qui fait référence à un passé qui n'a jamais existé. Tout le monde pense que Victor Hugo a habité dans cette maison telle qu'elle est visitée aujourd'hui. Donc voilà, il y a ça. Et puis, là, on a fait 3 petits tours, mais pour les fans de steampunk ou de 19e un peu décalé, on va à la maison. Il y a la maison d'Erol qui est spécialiste en taxidermie, où il y a des animaux un peu fous. Il y a plein d'endroits à Paris qui peuvent, et il y en a de plus en plus, qui peuvent intéresser le fan de steampunk.
Je veux la liste. Tu veux la liste? Je veux la liste pour pouvoir aller les visiter. Je t'enverrai la liste pour la mettre sur ton site. Au-delà de l'aspect tourisme, tu t'es aussi penché sur les communautés internet, en ayant fait partie d'une plus ou moins. Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que ça a été vraiment important et déterminant pour cette communauté-là, le critère internet? Pour moi, c'est des primordial en fait. Le steampunk a vraiment explosé a commencé à vraiment émerger en 2001. 2001, c'est la révolution internet, c'est le web 2.0, c'est les premiers forums, c'est un peu plus tard il y a les blogs, voilà, il y a tous ces lieux en fait sur internet où les gens peuvent se retrouver et pouvoir commencer à échanger sur des sujets qui les intéressent. Et quelle chance moi j'aurais eu de rencontrer ce fabricant de goggles qui habite de l'autre côté de la France ou les Bretons, enfin. Et puis il y a ce côté émulation, on va échanger des vieilles techniques. Moi je sais travailler le cuir, moi je sais travailler le métal, moi je fais un petit peu de forge, moi ma grand-mère a des patrons de robes, et moi je peux venir, on peut s'organiser, on peut faire des après-midi couture, on va créer, on va partir ensemble au cuve de Saint-Ouen et on va se faire des costumes. Moi je vais aller chez Maüs récupérer des briquets de broc et je vais me faire un pistolet. Et donc pour moi, autant ça n'a pas forcément fait exploser la littérature que ça a fait exploser tout le reste. Et donc c'est grâce à Internet que la culture steampunk a envahi d'autres champs de la création. Et voilà, donc et ça a fédéré la communauté. Aujourd'hui, sans Internet, comment on fait pour comment on aurait financé l'avenue d'Abney Park à Paris, comment il y a un truc génial tous les ans, ça s'appelle le Steam Tour. Trois villes sont choisies pour faire 3 week-ends dans l'année. Et puis les personnes de chaque ville organisent des événements steampunk et accueillent chez eux les gens d'autres communautés. Enfin voilà, il y a un côté émulation, un côté fédérateur et pour le coup très IRL quoi. Bien, et c'est vrai que moi j'ai découvert et rencontré beaucoup de monde grâce à Internet, ouais, notamment de cette communauté-là. Oui. Donc, moi aussi. Donc c'était une question qui avait du sens. Typiquement, pour le guide de steampunk, mon premier outil, ça a été Facebook. Parce que... je suis obligée de dire que c'est le mien aussi. Voilà, je veux faire une interview de tel auteur que j'aime. Mon premier réflexe, même avant d'aller googler son nom pour tomber sur son site... pour son site officiel, tenu peut-être par sa chargée de presse. Certainement même. Moi, je Facebook son nom et je vois, on a tendance sur Facebook à mettre son vrai nom. Donc, je tombe sur des gens, Robert Brown, le chanteur d'Abney Park par exemple, j'ai googlé son nom, je suis tombé sur lui, j'ai fait une requête, il a accepté, on a fait une interview, voilà quoi. C'est un super facilitateur pour tout. Je suis obligée de dire qu'effectivement, ça aide un peu. Et il y a eu aussi l'article pour le tome 16 de fiction, ouais, à propos de la rétromanie. Alors ça m'a relativement plu parce que ça pourrait être une explication ou pas d'ailleurs. Mais est-ce que c'est ce côté... actuellement où on dit beaucoup c'était mieux avant il y avait moins de ça, avant il y avait moins de chômage, machin, tout ça. Est-ce que le côté, comme tu dis, rétromanie a permis de faciliter l'installation et le goût aussi pour la culture steampunk, mais ça peut aller sur d'autres cultures comme rien que la culture pin-up qui est portée... La culture, pardon ? Même sur les cultures comme les cultures pin-up qui sont portées sur l'ancien. Est-ce qu'on peut considérer que justement cette tendance à dire c'était mieux avant a aidé à la diffusion
En fait, et à l'appréciation surtout. Comme on le disait tout à l'heure, le steampunk francophone réinvestit, réinterprète la culture 19e de la France, au sens large. Hein. Le sujet de Rétromanie, c'était de se dire pourquoi aujourd'hui un grand nombre de cultures émergentes comme le steampunk, voilà, le burlesque, les pin-up et tout ça, qui ont quand même un sacré côté rétro. Ah oui. Pourquoi ça apparaît maintenant et pourquoi il y a de moins en moins de cultures qui tentent de réfléchir à ce que va être le futur dans 100 ou 150 ans. J'ai longuement discuté de ça avec Raphaël Colson, qui est l'auteur principal, le directeur de l'ouvrage Rétro Futur. Et effectivement, on va faire rapide parce qu'il y a des heures de discussion rien que sur ce point-là, mais je pense que globalement on a peur du futur. Dans notre société moderne, le futur, quand on pense au futur, on pense aux mégalopoles polluées ou alors à la catastrophe nucléaire ou les catastrophes écologiques. Quand on pense au futur, on a peur pour nos enfants, alors que mes grands-parents n'avaient pas tellement peur pour mes parents. Hein. Ils se disaient au contraire l'échelle sociale, tenter de marcher. Mais c'était une époque et on a commencé en fait dès les années 70, et là je cite Raphaël Colson, à plutôt regarder, il y a eu, avec les premiers chocs pétroliers, à plutôt se dire ah vache, le futur va peut-être plus être aussi sympa qu'on l'avait imaginé. Et le fait de regarder le passé, c'est se rassurer, c'est se dire le bon vieux temps, effectivement, à l'époque où on faisait, où tout était soi-disant naturel. Les années 60, c'était tellement naturel avec tout le plastique partout, mais voilà, et ça favorise effectivement l'émergence de culture rétro-future. C'est ça aussi le rétro-futur. Donc le steampunk qui peut-être, il y a cette nostalgie des soi-disant gentlemen. J'aime beaucoup le soi-disant. Mais oui, parce que c'était pas une époque, le 19e siècle, c'était pas une époque toute rose. On a les mêmes problèmes que maintenant, à part que les problèmes sont déportés. Hein. C'est aussi pour ça que le 19e revient aussi en force, c'est qu'on vit comme au 19e siècle une révolution industrielle. Eux, ils avaient la leur. Nous aujourd'hui, c'est avec Internet qui bouleverse tous les moyens de communication, les moyens de production. Demain, chacun pourra télécharger un petit fichier et imprimer en 3D soi-même chez soi un truc dont il aura besoin, une vis, une clé Allen pour monter ce truc Ikea. Donc on vit la même révolution. C'est le début de la pollution, nous on est en plein dedans. C'est toutes des questions sociales qui émergent à cette époque-là et bon, on se débat nous encore toujours avec ces mêmes questions, mais dans les pays en voie de développement, eux ils sont en plein dedans, les enfants qui bossent dans les usines par exemple, donc il y a plein de similitudes avec cette époque qui nous parle. Et puis voilà, fondamentalement on a peur de l'avenir. Et puis, tout le monde qui nous entoure joue là-dessus, la pub. Voilà, on ressort les bons vieux packaging Banania, des boissons d'eau pétillantes qui s'inventent une vieille histoire avec une vieille légende qui s'appelle Oryok-Ezak. Voilà, des trucs qui ont pas du tout d'histoire, mais voilà, on s'ancre dans un passé pour la boisson pétillante, un passé qui n'a jamais existé, par exemple. Bien, oui, c'est une façon d'illustrer la chose. La thèse de Raphaël Colson, c'est qu'aujourd'hui, il y a une panne d'imaginaire futuriste. Et donc, on ne sait plus, la science-fiction ne sait plus imaginer autre chose que
ce que lui appelle un monofutur libéral, mais c'est plus imaginer autrement le futur que comme catastrophique. Les personnages principaux vont s'attaquer, vont se débattre, ils vont s'attaquer à des petits symptômes de ce futur catastrophiste et pas à la cause. Tandis qu'effectivement dans les années 60 on avait plus d'utopie futuriste. Je pense que ça il faut discuter directement de ça avec lui, encore plus calé que moi. Le rendez-vous sera peut-être pris, sait-on jamais. Mais oui, il sera très heureux de répondre à tes questions. Alors, peut-être plus léger maintenant. C'était très léger encore. Oui, d'une certaine façon. Tu as donc écrit avec Étienne Barillet le guide steampunk. Ouais. Et j'ai placé énormément de E dans une très petite phrase. Par quoi, d'où vous est venue la motivation? Parce que finalement, dans mes recherches pour l'article steampunk, j'ai cherché des livres et je suis obligée de dire qu'on en trouve quelques-uns, notamment la Bible steampunk qui à ce moment-là n'était pas encore en français. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé de dire ouais, nous aussi on va le faire, mais peut-être d'un angle différent ou peut-être qu'il n'y en a justement pas de franco-français? Alors en fait, depuis donc la première journée steampunk avec Étienne, on est resté très amis. Je lui ai proposé de participer au site French Steampunk. Lui il apportait, autant moi j'étais très dans les articles dans des critiques de livres, de films. Lui il apportait une vision un peu plus transversale sur la culture. Il parlait des noms steampunk, il parlait d'expos un peu partout dans le monde. Et donc il venait de temps en temps à Paris parce que Étienne est un spécialiste de Philippe Cadic. Il a écrit un ouvrage sur Philippe Cadic. Oui, j'ai vu. Et donc plusieurs fois il est venu dans des conférences à Paris pour parler de Philippe Cadic, notamment à la Cité du Cinéma. Et on se voyait à chaque fois à ces occasions pour boire un verre, à discuter du steampunk de façon générale. Et un jour on s'est dit tiens, ce serait quand même une bonne idée d'avoir ce qu'on appelle les petits guides intrimballés chez ActuSF. Ce sont des guides petits formats, des guides culturels qui permettent d'avoir toujours dans son sac ou dans sa poche et de se dire, d'aller dans une librairie et de se dire ah tiens moi je viens de lire ça, est-ce qu'il n'y a pas je viens de lire un Terry Pratchett, est-ce qu'il n'y a pas un ouvrage dans la même veine, dans ce même état d'esprit. Et donc on a proposé à QSF de faire ce petit guide. À l'origine c'était vraiment il devait y avoir une petite intro et puis c'était surtout des fiches de lecture. On a fait une intro un peu plus grande avec un essai et on a intégré surtout des interviews. Et là Facebook m'a vachement aidé aussi pour trouver les contacts et dans ce guide on a la chance d'avoir eu les 3 pères fondateurs par exemple qui ont répondu, voilà quoi. Oui, ça j'ai été particulièrement admirative de voir ces 3 noms-là. Mais ils sont très sympas. Donc voilà, ils ont accepté. Il y en a un qui a accepté et puis après, des fois, il faut aller un peu au culot. Et donc j'ai envoyé un mail je crois que c'est Tim Powers qui m'a répondu en premier. Et je lui ai dit j'aimerais bien avoir le mail des 2 autres pour leur envoyer. Parce que sur Facebook, ils répondent pas. Ou alors Blaylock qui n'est pas sur Facebook par exemple. Et là, il m'a dit ah ouais, ils vont être super emballés. Voilà leurs emails. Et donc je les ai contactés comme ça. Ça s'est fait en 2 jours. Des fois, hein. Donc, et puis donc l'idée est aussi venue qu'il n'y avait rien sur le marché en français. Il y avait l'essai d'Étienne, qui est un essai, et il n'y avait pas de petit guide culturel un peu didactique comme ça, un peu une page, un livre, un petit truc de découverte qu'on va picorer. Ça marche très bien puisque je l'ai lu de début à la fin et j'ai l'étrange illusion d'avoir lu tous ces livres. Ah bah c'est bien. Il faut qu'on travaille une V2 alors. Alors qu'absolument pas. Pour continuer sur votre guide, j'ai suivi un peu le chemin qu'il a fait de publication, même avant.
l'idée de la naissance, tout ça, le petit chemin qu'il a eu. Et je crois savoir qu'il a eu un bon accueil, puisque quand j'ai voulu l'acheter, le vendeur m'a dit attention, on en a plus que 3 et c'est pas sûr que ce soit réimprimé. Alors, donc on a été très étonnés de l'accueil qu'a reçu le guide. On l'a sorti le 12 juin, un truc comme ça. On en avait un peu en preview le 8 pour le festival des Futuriales à Aulnay-sous-Bois. Et après on a été étonnés parce qu'en 6-8 mois il n'y en avait plus, quoi. Donc on a tout vendu. Ça sera réédité, je vous rassure. mais ouais, étonné de l'accueil des gens. Moi j'ai dû aller chercher cet automne-hiver, et effectivement le vendeur m'a dit que c'était très vite parti. Ouais. Mais merci beaucoup, hein. Nous on est étonnés que ça soit parti si vite et que c'est une bonne surprise. Mais bon, ça montre aussi peut-être il y avait un besoin il y avait une vraie place pour ce petit bouquin, quoi. Je suis totalement convaincue. Le dernier événement auquel vous et votre guide avez participé, c'est le Salon du Livre, qui reste assez récent. C'était le week-end dernier. Oui, ça s'est passé comment ? C'était bien. C'était bien. Le Salon du Livre, c'est très généraliste. Il y a de tout. Oui. Voilà. De notre petite table, on voyait Frédéric Lopez qui dédicaçait Rendez-vous en terre inconnue. Derrière nous, il y avait Drucker qui dédicaçait son bouquin. Voilà. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Le fait est que c'est pas tellement notre public non plus. Non. Ouais, on est content. Il y a certaines personnes qui ont profité de ce salon pour venir nous voir, parce que nous voir nous, mais c'était l'occasion de dédicacer d'autres choses et de découvrir d'autres choses. Mais voilà, c'était très sympa. Mais c'est pas tellement notre public de façon générale, non. Ça marche moins bien qu'un festival orienté, genre tout ce qui pourrait être Comic-Con ou même les festivals de l'imaginaire. Festival de SF, SF Fantasy, et puis tout ce qui est geek comme le Paris Game Show, Toulouse Game Show, Toulouse Game Show et Paris Manga, excusez-moi. Mais voilà, et là où il y a une vraie culture geek, parce que il y a quand même, ça intéresse quand même beaucoup, le steampunk intéresse beaucoup la culture geek. Donc c'était très très bien. Hein. Bien, c'est le moment bien connu, la minute promotion. S'il y a un événement, que ce soit un événement te concernant ou concernant des communautés auxquelles tu participes. Faut que je prépare un jingle ou quelque chose de... Je suis en faire enregistrer pour la prochaine fois. Bah, chouette. Alors, Étienne et moi, on sera sur pas mal de salons les prochaines semaines. On sera à Bagneux pour Zone Franche, on va aussi on sera à Épinal pour les Imaginales. Je vais aller au Toulouse Game Show, malheureusement Étienne ne pourra pas venir. Mais voilà. Il y a un gros événement steampunk à Paris le 26 avril. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, le financement participatif pour faire venir Abbey Park. Donc il y aura donc un Steam Tour Paris à ce moment-là, où il y aura une conférence d'Étienne et moi, et puis il va y avoir plein de choses, mais surtout il y a un concert le soir, donc c'est la Steam Rocket qui organise ça, et je vous invite vraiment à vous rapprocher d'eux. Ils sont trouvables sur internet pour prendre vos places. Et puis en avant-première mondiale, parce qu'il n'y a personne pour l'instant, mais la maison Jules Verne d'Amiens nous accueille pour une journée, du moins une soirée steampunk, parce qu'ils considèrent qu'ils nous ont contactés parce que l'héritage de Jules Verne est très présent dans le steampunk, et ils veulent faire un événement là-dessus. Il y aura une conférence et puis une visite costumée le 14 juin. À partir de 19h, mais il est fort possible qu'on organise des petites choses pour tout le reste de la journée. Bien, écoute, merci de m'avoir accordé du temps et d'avoir répondu à mes questions. Et puis bonne continuation. Merci.